discussion is about how it's going to be set up. And I think that that is really the only relevant discussion that we should have at this point. So again, and I think this point is also made by the first speaker, so the United States basically redefined its role in international energy markets, and I think it needs no further comment politically how important this is dealing with, I don't know why there's this noise in my microphone, I apologize. So it's really clearly important for the US, especially in the context of dealing with Russia. But of course, that also goes for Europe. I mean, again, we think it's acceptable that we free ride on natural gas development in the United States, yet we remain dependent on, you know, other countries, including the US, but also Russia, also countries in the Middle East. It's a really important consideration to think about what it would mean for our competitive position in the world if we would actually reconsider opening our sites. I'm sorry. So again, like I said, the dramatic increase in production has also allowed the US to redefine its role in international energy markets, and the country will also likely begin to export the product in the near future if production remains at its current levels. So the US shale revolution basically has shown, hopefully, no. So again, I only had 6 minutes, so I will leave it to these 6 minutes here. But I think the only relevant question here today is, again, do we want to import natural gas, or do we want to produce it? And do we want to shift the balance away from the dependence on external sources? And I really look forward to having that discussion with you after this panel. Thank you. Et il y a déjà plusieurs impacts d'un point de vue géopolitique qui sont prévisibles.
Le premier, c'est que les États-Unis, devenant autonomes, peuvent changer de stratégie au Moyen-Orient. On est en train de le voir, peu à peu ils abandonnent leur partenaire historique, qui est l'Arabie Saoudite, et ils se rapprochent de l'Iran. Pourquoi? L'Iran, la position géographique de l'Iran est plus favorable à un contrôle et à une stabilisation de la zone. Et donc on augmente ici un conflit larvé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. De la même manière, la Turquie, qui avait une forte influence parce qu'elle est la plaque tournante du transit énergétique entre l'Asie et l'Europe, se retrouve mise à mal puisqu'on a une baisse du trafic de ce côté. Et pire encore, l'influence américaine est en train de détruire peu à peu ou de créer, disons, des dissensions dans l'OPEC. Comme très souvent, en fait, un développement technologique est en train de détruire un cartel. Dans le cas de l'OPEC, on voit qu'on a du mal maintenant à se mettre d'accord sur les prix. Les petits producteurs ont tout intérêt, eux, à rationner le pétrole pour récupérer leur marge. Mais l'Iran, par exemple, grâce justement à son nouveau partenariat avec les États-Unis, qui bénéficie d'une levée d'embargo, peut récupérer ses parts de marché et donc produit plus. Encore une fois, une pression à la baisse sur les prix. Et de la même manière, l'Arabie Saoudite sait très bien, et on l'a vu juste avant, qu'en contrôlant le prix du pétrole et en le faisant augmenter, on redonne des marges de manœuvre à l'exploitation du schiste aux États-Unis. On se retrouve donc dans une situation qu'on appellerait en anglais un catch-22, où l'OPEP est coincé et est obligé de maintenir pour l'instant des prix faibles. Or, en fait, c'est dramatique pour l'ensemble des pays producteurs de pétrole et de gaz. Ils souffrent tous de ce qu'on appelle en économie le syndrome hollandais. Pour faire très vite, ces économies sont directement orientées sur une seule ressource, la ressource naturelle, et ne diversifient pas leur économie. Et ils utilisent la rente énergétique pour subventionner les prix dans leur pays et acheter une paix sociale. Cela marche très bien tant que les prix sont élevés. Dès que les prix baissent, on a une rente qui diminue, une incapacité à subventionner les prix, et donc on se retrouve avec de l'inflation dans le pays, un ralentissement économique, du chômage et à terme une crise politique. On l'a déjà vu, c'est le cas du Venezuela aujourd'hui, ça a été le cas du Soudan il y a quelques années lorsqu'il s'est séparé du Sud-Soudan, et c'est ce qui explique l'hyperinflation russe de ces dernières années. Et lorsqu'on regarde les prévisions, beaucoup de pays sont en première ligne, l'Algérie et la Russie en premier, mais aussi le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, l'Égypte, et même à terme, on n'est pas sûr du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces pays? Ils sont au bord de l'Europe. Ils sont à la frontière européenne. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de bien comprendre qu'une révolution qui a lieu outre-Atlantique, en fait, a un impact sur la frontière est de l'Europe. Alors, que doit faire l'Europe dans ce cas-là? La première réaction serait de se dire qu'il faut être indépendant du point de vue énergétique. Mais on le sait très bien, cette stratégie qui consistera à imiter les États-Unis est impossible. Pour des raisons réglementaires, pour des questions culturelles, mais surtout parce que les différences géologiques entre les États-Unis et l'Europe font que l'exploitation des énergies non conventionnelles ne sera pas aussi rentable chez nous. Alors il faut se dire qu'il va falloir renforcer les économies qu'il y a autour de nous, en menant une politique qui est cohérente et commune au niveau européen. D'abord, au niveau de l'Europe même, parce qu'il y a déjà une ligne de fracture qui se dessine. L'Europe de l'Ouest s'accommode très bien de cette nouvelle situation. On l'a dit, ce sont les grands gagnants de cette révolution. Ils peuvent avoir des prix faibles et en même temps, ils peuvent accepter facilement de reporter leur transition énergétique. Pour les pays de l'Est, c'est tout à fait différent, parce qu'ils voient cette révolution technologique comme un moyen de se défaire une fois pour toutes de l'influence russe. Et Pologne et Ukraine en premier ne sont pas favorables à l'atlantisme. Alors si on n'a pas une politique commune ici, si l'Europe ne prend pas en considération l'importance des pays de l'Est, ces derniers vont considérer qu'ils sont simplement une zone tampon entre d'un côté l'Europe et de l'autre côté le Moyen-Orient et la Russie. Ici, donc un risque de dissension au niveau européen. Mais l'Europe, plus généralement vis-à-vis de ses voisins, doit aussi avoir une attitude active. Si on ne fait rien, et si une crise énergétique se prolonge, si les prix sont trop faibles, si globalement on n'arrive pas à favoriser la transition économique de ces pays, alors on sait ce qui se passe. On le voit, je vous en ai donné quelques exemples, un ralentissement économique, des crises, potentiellement des conflits armés parce que la zone est déjà instable et qu'on pourra y revenir, mais d'autres acteurs entrent au Moyen-Orient, comme la Chine et l'Inde, et donc potentiellement de l'immigration, du terrorisme, et des conflits contre lesquels on ne pourra rien faire, ou en tout cas il faudra agir sur place. Pour éviter ça, l'Europe doit donc agir. Et c'est très simple, on en a les moyens. Il faut juste renforcer les économies dépendantes des énergies fossiles en assurant leur transition vers davantage de valeur ajoutée, vers davantage de secteurs économiques, vers une plus grande diversification. Pour ça, il faudrait donc des partenariats de long terme dans lesquels l'Europe s'engage à fournir des moyens techniques et du capital humain, des compétences, en échange de quoi ces pays nous fourniraient du financement pour assurer notre propre transition énergétique et aussi favoriser notre relance aujourd'hui. Alors les modalités de mise en œuvre d'un tel partenariat sont infinies. Mais quel qu'il soit, il faut garder en tête un fait tout simple, c'est que l'Europe ne peut plus reconduire une politique de l'autruche. On ne peut pas simplement aujourd'hui suivre les Américains ou se demander est-ce qu'on est pro-américain ou pro-russe. Ça n'a pas de sens, les intérêts sont contradictoires.
L'Europe doit donc reprendre une place de premier plan parce que son action aura un impact déterminant sur ses voisins, c'est-à-dire sur la stabilité de tout le continent. Je vous remercie. Merci Pierre. Alors pour le dernier intervenant, s'appelle Demosthène Davetas. Vous êtes grec et vous allez nous faire un pas de côté parce que vous êtes philosophe, artiste, et donc vous allez nous parler un peu de la manière dont les sociétés ont accueilli les innovations. Donc, voilà, un regard un peu plus historique et artistique sur les innovations. J'aurais bien aimé vous parler en grec au sens de la précision du mot, parce que j'utilise quelques mots en philosophie, mais on n'a pas de traduction ici, alors je vais essayer de parler en français. J'espère que je vais utiliser les mots le plus simples possible pour être compris. Par proposition aussi auprès du Premier ministre grec Evatos Samaras, j'étais son conseiller culturel pendant 2 ans, pendant qu'il était au gouvernement. Donc j'ai un peu à faire une question comme ça, autour de son bureau, dont je parlerai aussi d'une manière aussi à partir de cette expérience. Alors quand on parle de gaz de schiste, immédiatement on parle d'innovation. L'un implique l'autre. Et quand on parle d'innovation, on emploie les mots nouveaux. Nouveau, ça me fait penser la recherche du nouveau, qui parlait Baudelaire, la recherche du nouveau, et qui parlait Nietzsche. Alors dans ce cas-là, les nouveaux peut avoir 2 dimensions. À la fois, ça peut être critique, une position critique par rapport au passé, mais aussi ça peut être aussi un élan d'énergie, une force à renouveler nos possibilités et trouver ces fameux mots qu'Aristote mettait toujours devant nous. Hégémonie, ça veut dire le bonheur. Donc, pourquoi on fait tout ça? On fait ça pour trouver une sorte de bonheur dans notre vie quotidienne. Alors, si on veut trouver le bonheur, toujours selon Aristote, ça devrait être le juste milieu, c'est-à-dire une sorte d'équilibre entre nous, nous-mêmes, entre nous et l'environnement. Alors, fatalement, quand on veut avancer sur la question de l'environnement, il faut aussi trouver comment on peut exploiter la nature au sens positif du terme et sans la détruire. Donc, il faut que l'innovation avance, cherche de nouveau, sans que ce soit une destruction. C'est-à-dire une fuite en avant technologique risque parfois de créer un énorme écart entre l'aspect humain et l'aspect réel. Pourtant, devant cette situation, quelles sont les raisons pourquoi on voit qu'en Europe, nous avons une sorte de retard, une sorte d'hésitation par rapport aux États-Unis, par rapport à ces questions. On voit qu'en ce qui concerne la 3e technologie, disons, tout ce qui est nanotechnologie et tout ça, je n'ai pas la peine de les mentionner, nous avons du retard. Il y a évidemment quelques bonnes choses qui sont passées en France, comme le TGV, comme des choses comme ça, comme Airbus, mais il y a une hésitation. Alors cette hésitation, est-ce que c'est uniquement une hésitation géopolitique ou technologique? Je ne crois pas. Je crois qu'en dehors de plusieurs hésitations, c'est une hésitation, si vous voulez, morale et aussi une hésitation philosophique. Donc voyons ça très rapidement, comment changer ça, parce que ça peut nous empêcher de voir de nouvelles choses d'une manière très positive, une bonne aura qui est devant nous. Par exemple, voyons les choses un peu à la notion de géopolitique. Ça a été bien annoncé, ça a été bien érigé, je ne vais pas trop parler de ça, je passe à la question économique. Là, philosophiquement, la question économique, il y a une simple raison, qu'il y a cette idée traditionnelle de la gauche qui voit toujours partout l'exploitation de l'homme par l'homme. À chaque fois qu'il y a une sorte de recherche, on voit toujours une sorte de frein de la part de la gauche qui dit toujours « oh attention, il va y avoir l'exploitation de l'homme par l'homme ». Il y a une sorte de presque une banalité des réactions négatives, même s'il y a certaines fois où il y a une raison de faire attention à l'environnement, de faire attention justement qu'il soit la sécurité de notre recherche, qui ne soit pas la destruction de l'homme, quand même, il ne faut pas être toujours hésitant, il ne faut pas, n'importe quel moment, voir une sorte de exploitation. Et là, je vais mentionner encore une fois Aristote, qui parlait que produire de la richesse, ça vient de la générosité humaine, du bonheur.
L'homme qui est généreux, l'homme qui est basé sur l'idée du bonheur, c'est l'homme qui fait aussi, qui avance vers la création de la richesse. Et pour avoir la richesse, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut aussi travailler, produire, être concurrent aussi par rapport à cette situation mondiale, à cette économie compétitive. Sinon, on reste vraiment en arrière-plan par rapport aux États-Unis, par rapport aux dangers du monde. C'est comme là. Et ensuite, il y a, ça c'était l'aspect politique, et là nous arrivons à l'aspect de dire les choses, à l'aspect philosophique. L'aspect philosophique, c'est aussi un aspect moral, comme il disait Weber, c'est que nous avons toujours cette idée qu'il faut ne pas aller plus loin que la sécurité de cet environnement historique et social que nous avons. Pourtant, on peut faire une différente lecture de cet environnement social. On peut se comporter comme les êtres modernes. La modernité, c'était une grande invention, à mon avis, par rapport à l'histoire des idées. Pourquoi? Parce qu'au lieu de voir les choses de leur aspect extérieur, au lieu d'imiter l'aspect extérieur des choses, ça nous a poussé à regarder vers l'intérieur. Tout ce qu'il a fait, Picasso, Duchamp, tous ces gens-là, c'était une démarche en arrière, c'est-à-dire vers l'intérieur de l'art. Nous avons un exemple extraordinaire, Lucio Fontana. Qu'est-ce qu'il a fait Fontana? Un grand artiste. Alors tout le monde cherchait l'innovation dans la peinture, et alors Fontana, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la surface. Sans utiliser un aspect narratif, sans utiliser l'aspect mimétique de l'art, qui était une grande tradition depuis des siècles, il coupe simplement, d'une manière assez juste, les tableaux, et qu'est-ce qu'il a produit? Il a produit des couleurs.